Alors, vous venez pour Raphaël Glucksmann, les amis? On rigole toujours avec Raphaël Glucksmann. Moi, ces derniers mois, les streams où j'ai pris le plus de plaisir, où j'ai le plus rigolé, où c'était le plus grand divertissement, c'était systématiquement quand on a fait du react à Raphaël Glucksmann, en vrai. Et je sais que ça vous plaît aussi. Je vois les stats sur la page YouTube, là, ceux qui regardent la VOD YouTube. Et ceux sur Twitch en direct aussi. Je sais que c'est ça que vous aimez le plus sur ce live. C'est Raphaël Glucksmann. Qu'est-ce qu'on se marre avec le Glux? Qu'est-ce qu'on se marre avec le Glux? Et bah ça tombe bien, les amis. 1h11 de Raphaël Glucksmann. On va se régaler. On va se régaler. Donc, c'est la nouvelle émission Dans les yeux d'Agathe. Agathe Lambray, hein, cette journaliste de France Info, que vous connaissez, qui fait la matinale de France Info. Elle, et ben là, sa nouvelle émission, où elle regarde, où elle interviewe quelqu'un pendant 1 heure. Et donc là, elle interviewe Raphaël Glucksmann. Ok. Bonjour, Madame Lambray. Toute alliance avec la France Insoumise est impossible. Il faut être clair. Hein. Il faut être clair, en fait. Je serai la gauche en 2027. Et si vous n'êtes pas d'accord, ben je vais le dire à Léa Salamé. Elle vous interviewera pas. Ouais, elle a sa propre émission. Bah oui, du coup, oui. Ils l'ont mis là, sur les trucs d'interview fleuve, etc. etc. Maintenant, c'est Agathe Lambray qui fait ça dans un nouveau format sur France Info. Voilà, interview canapé, face à face, 1 heure. Bah, ainsi soit-il. Hein. Donc, bon, bah, sans plus attendre, vu que ça va déjà durer 15 plombs, je vous propose de commencer. Voilà, et j'en profite pour dire ceux qui regardent la vidéo de quoi que ce soit, vous n'êtes pas abonnés, mais abonnez-vous. Vous faites quoi là? Oh, allez hop, et venez sur Twitch, c'est encore mieux en live. Ça dure à tanker, je m'ouvre une nuit de 6. Alors, si à la moitié, je sens que je commence à fatiguer, je dirais, je sais pas, me prendre un petit truc à graille ou me rouler une petite clope ou quelque chose comme ça. On va essayer de le faire juste à la clope électronique, on va voir. Hein. Comment tu survis ça à 1 heure? Peut-être qu'on le regardera pas en entier, on verra. Ça se trouve, ça sera un peu chiant, mais on va essayer de le faire avec humour et détermination. Allez, c'est parti. Écoutez-moi bien, plus jamais je ne me retrouverai dans cette situation d'être à la remorque de choix opérés par d'autres. Plus jamais. Cette fois-ci. Plus jamais, madame. Je serai le leader de la gauche. Plus jamais je ne serai à la remorque de Jean-Luc Mélenchon. Il faudra qu'on y aille pour gagner. Et c'est de gagner dans un moment où si on perd, ce sont les poutinistes et les trumpistes qui l'emportent. C'est comme ça qu'ils désignent le RN, les poutinistes et les trumpistes. Ils sont pas juste poutinistes et trumpistes. Hein. Quand on regarde le rapport à ce que ça veut dire dans le contexte de la 5ème République française, résumer le RN et l'extrême droite à des poutinistes et des trumpistes, vraiment un move d'agent de la CIA, si vous voulez mon avis. Hein. Donc c'est pas juste une alternance, c'est une bascule. Si je vous regarde dans les yeux et je dis je suis prêt, comme j'ai été capable de dire que j'étais pas prêt, ben ce sera crédible. Vous pourrez me croire. Il parle de la présidentielle là. Ah oui, parce que là, ça a été un tel désastre face à Eric Zemmour. Il a eu son émission, il a débattu avec Eric Zemmour, et tatati et tatata, et patati et patata, mais couille là. Et tout le monde, tous les observateurs politiques ont été d'accord pour dire mais il est mauvais en fait. Comme il pourra pas être candidat à la présidentielle, il va se faire niquer. Il est nul à chier en débat, en discours. Ça va pas du tout. Il n'est pas présidentiable. Trop mauvais. Alors après, il a essayé de faire du damage control sur France Info. Et c'est le moment où il a dit lorsque je suis avec la BACT, avec la BACT des Yvelines, avec Aurélien Rousseau, je comprends la souffrance des policiers. Et après, il a dit peut-être que j'aurais pu être meilleur. Oui, je n'ai pas été bon. Mais je serai bon un jour. Et donc là, son argument, c'est de dire oui, tout le monde dit que je suis nul. Mais j'ai dit j'étais pas prêt. Donc si je vous dis que je suis prêt, c'est que je suis prêt. Bah en fait, le problème, c'est pas que tu sois prêt ou pas, Raphaël Glucksmann. C'est que t'es nul à chier. T'es mauvais. Une vie professionnelle qui est complètement indépendante de mon engagement et de ma vie. Donc en fait... Attends, c'est quoi ce studio de merde? Ils sont en mode... On dirait des trucs de podcast, de go muscu, développement personnel, investissement, mes couilles là. C'est une espèce de studio de podcast sans âme qu'on peut louer à Paris ou ailleurs, que tu loues à l'après-midi pour faire des espèces de podcasts à la con là. Legend, non, je parle même pas des trucs de Legend, vraiment les trucs de podcast quoi. Les podcasts à la con sur internet. C'est exactement pareil. Mais un truc dans les yeux d'Agathe fait comme ça quoi. Oh waouh. Il n'y a pas de confusion. On n'est pas d'accord sur tout. C'est évident qu'on n'est pas d'accord sur tout. Les fauteuils sont très bas, ouais, je suis d'accord. Qui est... Attends, mais pourquoi il parle aussi doucement? C'est pas possible. C'est pas possible. Écoutez comment il parle doucement. Surtout, j'ai une chose qui est essentielle. J'ai une chose qui est...
c'est essentiel à vous dire. Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il parle comme ça avec son vocal fry de merde? Il a pris de la drogue ou quoi? Il est sous kétamine ou quoi? Ah, les ingénieurs du son, là, ceux qui doivent gérer ce micro-cravate en sueur, ils sont obligés d'augmenter le son. Et après, on entend le son d'Agathe Lambray repisser dans le micro. C'est comme ça qu'on dit dans le milieu. Ils doivent galérer, les ingé sons, les pauvres. Hein, les pauvres. Ce qui lui fait un point commun avec quelqu'un de sa famille politique qui s'appelle Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, qui est dans le même espace politique que Raphaël Glucksmann, hein, vraiment. Donc, on va dire aile droite du PS, entre guillemets, qui a son propre mouvement qui s'appelle la Convention. Ils sont affichés, hein, les deux, sur scène, le poing levé, en se prenant pour Mandela. C'est vraiment, ils sont copains. Ils défendent, ils sont vraiment dans le même espace politique, Cazeneuve et Glucksmann. Ils ont un défaut, c'est qu'ils parlent extrêmement doucement. Cazeneuve, il parle comme ça dans les micros, il parle tellement doucement qu'on a du mal à l'entendre quand il est en interview. Il parle extrêmement doucement. Et Raphaël Glucksmann, il parle extrêmement doucement comme ça. Pourquoi? Ils vont bien ensemble, du coup. Mais alors vraiment, ils sont nuls. Aïe, aïe, aïe. Que je ne sacrifierai jamais, c'est cette chance incroyable d'être père. C'est un moment dans l'existence où vous découvrez que vous êtes plus le personnage central de votre film. En vrai, ça, ok. Bon, c'est pas très politique, mais oui, je pense que ça fait ça d'être père, effectivement. Avoir des enfants, je pense que ça fait ça. T'as tendance à te décentrer de toi-même, de ta propre petite personne. Et je pense que c'est bien, je pense que ça fait du bien. Non, là-dessus, je pense que je suis assez d'accord avec lui. Ouais. Basé. Mais en 1.5, on verra, on commence en normal. Un chien aussi? Oui, mais un enfant, je pense que c'est quand même plus fort, quoi. Dans Bref. les yeux d'Agathe. Raphaël Glucksmann. C'est super cheap. On est d'accord. Alors attention, si vous n'avez pas le vocal fry, attention, hein, là on a Raphaël Glucksmann, mais on a aussi Agathe Lambray. Agathe Lambray, elle a une voix très vocal fry aussi, quoi. Et Raphaël Glucksmann, il a une voix très vocal fry, quoi. Donc du coup, ça va être en mode, ouais. Ouais. J'espère que vous aimez le vocal fry sur cette émission. Question-réponse, tout sera un peu comme ça. Comment devient-on Raphaël Glucksmann? Quand on vient d'une lignée d'hommes engagés, est-ce qu'on hérite d'un destin ou on transgresse pour écrire le sien? Vous êtes venu à la politique par les causes, les valeurs, et aujourd'hui, vous visez l'Élysée. Les Français savent que vous partagez votre vie avec Léa Salamé. Ils savent moins qui vous êtes. Dans la classe politique, vous pouvez sembler à contre-courant, sensible à l'éclat du monde, candide ou anti-cynique pour la presse à vos débuts. Mais qui dit ça de Raphaël Glucksmann, genre? La presse avec la petite musique émotion derrière. Comment c'est nul! Êtes-vous sensible ou fragile? Êtes-vous plus intéressé par les tourments de la planète que par le quotidien des Français? Ces étiquettes sont-elles une force ou un fardeau? Êtes-vous un agent de la CIA? C'est ça la question qu'on se pose aussi. Hein. Oh là 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 là. Bonjour et bienvenue, Raphaël Glucksmann. Bonjour. Je vais vous poser une première question assez simple. Quand on vous demande quel est votre métier aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez? Député européen. Moi, je suis un député européen engagé, heureux, je dois le dire. Je trouve que c'est une institution extraordinaire, le Parlement européen. Le fait qu'on invente une démocratie dans plusieurs langues, que la langue officielle soit la traduction, qu'on vienne de traditions nationales différentes et qu'on arrive à avoir des débats politiques. Heureux, mais aussi frustré, parce que je vois que l'Europe n'avance pas assez vite et que le problème, bien souvent, vient des États-nations qui la composent et qui refusent d'avancer. L'Europe est au cœur de... Ok. Oh, on s'ennuie déjà. Hein. L'Union européenne, ouais. Bah, le Parlement européen, il n'a pas tant de pouvoir que ça hein, au sein de l'Union européenne. C'est d'ailleurs régulièrement critiqué. Hein, en mode la Commission européenne tient tout. De temps en temps, tu as des micros avancés qui viennent effectivement du Parlement européen. Et quand la Commission européenne a envie de dire oh non, on s'en bat les couilles en fait du travail parlementaire. Là, on n'a plus le choix là. Là, les trucs de fléchissement écologiste vers des entreprises qui respectent des critères de machin, on s'en bat les couilles. Là, faut être compétitif. Allez hop là, hop, ça dégage. Donc bon. Votre engagement, on va en reparler. Vous allez nous dire aussi d'où ça vient, cette passion, cet engagement pour l'Europe. Mais la politique, pour vous, c'est quoi? C'était un rêve de gosse ou vous y êtes venu plus tard? Quand vous étiez petit, vous pensiez à quoi? Mon rêve de gosse, c'était plutôt de devenir footballeur ou tennisman. D'accord. Mais Ah, c'est intéressant. Hein. Mais mettez Karine Le Marchand directement, en fait, là. On se fait chier. Hein. Quoi, votre rêve de gosse? Moi, je voulais être cosmonaute. On s'en bat les couilles! On s'en est bien éloigné. Ouais, complètement éloigné d'ailleurs. Je pense. Ouais, bah en fait, je me suis fait les ligaments croisés quand j'avais 14 ans. Sans ça, je serais probablement au moins en Europa League. Là.
J'avais un plan pour être défenseur dans un club de Ligue 2, mais je me suis fait les croisés. Les croisés, bah oui, tu connais. Parce qu'il y avait un petit problème de niveau aussi. Ah, Non, mais par contre, j'ai baigné dedans, la politique, depuis que je suis petit. Les débats sur l'état de la démocratie, sur le monde, sur les droits humains, sur la misère dans le monde et en France, tous ces débats-là ont baigné mon enfance. Donc j'étais dans la politique, mais le fait de faire de la politique n'était pas un destin que je me voyais à ce moment-là. C'est venu plus ok. Alors, rappelle que c'est un Nepo baby, hein. Voilà. Son père, il est en bleu sur Wikipédia, il était déjà homme politique, etc. tard, justement, vous Quoi, c'est parliez André Glucksmann, son daron? Je me souviens plus. Si, c'est ça, c'est André Glucksmann, ouais. de votre enfance, votre environnement. À l'origine, Je veux le voir chez Sam Zira. Ah, ça serait exceptionnel. Glucksmann chez Sam Zira. Son père a la voix de Kermit la grenouille. Je connais archi mal André Glucksmann pour le coup. Voilà. Mais bon, c'est un Nepo baby, hein. il y a notamment votre père, André Glucksmann, philosophe, figure Voilà, on en intellectuelle parlait. des années 70, un ex-maoïste. Attendez. Philosophe, années 70, ex-maoïste. Et voilà, c'est ça. Philosophe proche de BHL et de cette clique post-68 heures de merde. C'était un des nouveaux philosophes, là. C'est ça. Les mecs qui sont arrivés à la fin des années 70 en mode alors moi je suis philosophe et en fait les philosophes ils se sont tous trompés là, sucer le communisme là, qu'est-ce que c'est que ça? Seul le capitalisme crée la démocratie en fait, vous êtes cons quoi? Ok, c'est ça. C'est les nouveaux philosophes, d'accord, ok, c'est bon, j'ai. Ok, j'ai, d'accord. Bon bah, ok. Qui dénoncera ensuite les atrocités du communisme. On va l'écouter sur le plateau d'Ouvrez les guillemets. On est en 1974 et il reproche à l'ancien correspondant de l'Humanité à Moscou le silence de son journal sur les millions de victimes du goulag soviétique. C'est en quelle année ça? Essayez, vous qui êtes correspondant. Mettez l'année sur les images d'archives, France Info. Elle l'a dit, mais j'ai oublié. Quelqu'un a retenu l'année? Quoi, c'est fin des années 60? 74? Ouais, c'est au moment où on commençait à parler de manière un peu plus, on va dire, massive des crimes staliniens, etc. Ok. C'est les années 70, il y a eu cette espèce de tournant, un peu le début de l'effondrement de l'idéal socialiste. Voilà, 74, c'était le début de ça, on va dire. Aller en André Union soviétique et de fouiller dans les archives. Puisque vous étiez correspondant de l'Humanité, vous avez renseigné les lecteurs français de ce qui se passait en Union soviétique? Les Critique camps pas de l'humain, toi. concentration, vous en avez parlé, vous avez un seul de vos articles qui en parle? Mais absolument. Ah, on ne connaît pas les chiffres. Mais absolument. Mais bien non. sûr, on ne connaît pas les chiffres, on ne connaît pas non plus les chiffres dans les cours crématoires. On imagine que ce genre de débat, vous les T'as avez vu la voix de Kermit? On a un peu une voix comme ça. Est-ce que vous avez dénoncé le stalinisme dans vos colonnes, l'humanité? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ou si vous avez pas honte? aviez chez vous, enfant. Ça fait quoi de grandir dans une maison où l'engagement est au cœur de tout? Ces débats-là, c'était des débats. Rate-toi la gorge, par contre. Non, parce que Raphaël Glucksmann, sous vocal fry, c'est déjà insupportable. Mais quand en plus, il s'est pas raclé la gorge et qu'il a la voix cassée. Donc je pourrais pas tenir. Fondamentaux. Il y a toute une Ah non, c'est bon, génération c'est bon, qui a c'est bon. rompu avec le communisme et le marxisme, qui venait de la gauche et qui s'est rendu compte qu'en fait, derrière la propagande communiste, il y avait des millions de morts. Et à ce moment-là, il y a un bouleversement intérieur. Mais moi, je vois chez mes parents, chez tous les amis de mes parents, un bouleversement intérieur en se disant, mais en fait, ce qu'on a soutenu pendant toute notre jeunesse s'est traduit en camp de concentration. Et donc, C'est une rupture. Ah, mais c'est une rupture totale, mais qui va extrêmement loin dans la remise en question de soi-même, dans la remise en question de l'âme humaine, de comment on fait pour adhérer à une idéologie qui finalement produit le pire du pire. Et Ah bah ok. Mais c'est pas comme si le trotskisme existait depuis... Là, on parle de 74, le trotskisme existait depuis à peu près 40 ans déjà à cette époque, quoi. Donc je veux dire, une gauche communiste, enfin gauche, on s'en bat les couilles, genre des communistes anti-staliniens qui ont bien pris conscience que effectivement le goulag et le socialisme dans un seul pays et l'autoritarisme stalinien et la bureaucratisation, c'était de la merde et c'était pas l'idéal communiste. Ça faisait 40 ans que ça existait avec le trotskisme. Donc je veux dire, le seul débouché à l'anti-stalinisme dans les années 70 ou avant, c'est pas de devenir un gros libéral de merde en fait. C'est ça le truc. Après, les trottes, ils ont tous fini comme le père Glucksmann. Bah non, c'est pas vrai de dire ça au Nibaku. Ça donne Nathalie Arthaud aussi à la fin, Arlette Laguillier. Je veux dire, 74, c'est quoi? C'est l'année où la première femme se présente à l'élection présidentielle en France. C'était Arlette Laguillier, lutte ouvrière. Il y avait littéralement une candidate à la présidentielle qui était une communiste anti-stalinienne. Ce qui démontre bien quand même que rejeter les crimes staliniens, etc., le seul débouché, c'est pas de devenir un Bernard-Henri Lévy, quoi. Voilà.
Et ça, moi, j'ai vécu dans Mais écoutez pas Onibaku, c'est un sale tanky de merde, faites pas gaffe avec lui, faites pas gaffe. cette bandeur, un ambiance-là bandeur. de remise en question et donc d'ouverture d'esprit totale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vos dogmes tombent, eh bien vous êtes finalement réellement un citoyen du monde. C'est-à-dire que vous accueillez l'expérience dans mon salon, j'ai eu une chance incroyable, c'est que mon appartement est devenu l'ambassade des causes perdues, l'ambassade de tous les gens qui n'avaient pas d'ambassade, c'est-à-dire les dissidents soviétiques. Oui, alors racontez-nous, parce que justement, vos parents hébergeaient chez eux des dissidents soviétiques, Des effectivement. dissidents soviétiques, des dissidents d'Europe de l'Est, mais aussi des opposants d'Amérique latine, donc des anticommunistes et des antifascistes. Mais Vous aussi aviez le monde à votre table. Non, Des antifascistes. Mais attends, mais Raphaël Glucksmann, il y a 2 jours, il était à la télévision en train de dire l'antifascisme, c'est une violence inacceptable. LFI doit se désolidariser de la jeune garde. L'antifascisme tue aujourd'hui. Votez pour moi en 2027. Je suis pas un antifasciste, moi. Et là, il est en mode genre, à l'époque, il y avait des antifascistes qui venaient chez nous se réfugier. Oh, t'as trahi les idéaux de ton propre gros daron, bravo, tiens, allez hop là. Et ensuite, des féministes algériennes, des Tchétchènes qui luttaient contre la Russie. Et ce que j'ai eu la chance de voir étant enfant, c'est finalement ce monde des libertés qui pénétrait dans ma maison. Alors c'était incroyable. Enfin, c'est une chance inouïe, honnêtement. J'ai eu tellement de chance de Vous découvrir toutes assistiez ces à tout histoires. aux premières loges, c'est-à-dire enfin, quoi, vous tous les viviez avec débats, eux, vous dîniez avec eux. J'avais appris ce que c'est que aller en prison pour ses idées, ce que c'est que de risquer la mort pour ses opinions, ce que c'est que le courage, ce que c'est que la liberté, et aussi ce que c'est que la transgression des dogmes, parce que à table, il pouvait y avoir un opposant d'Amérique latine qui se disait communiste, antifasciste, et qui donc était porté sur le marxisme, et un dissident soviétique qui, lui, se définissait comme conservateur, parce qu'il s'opposait à un régime marxiste, et je me rendais compte qu'en fait, les deux s'entendaient extrêmement bien, parce qu'ils avaient en commun l'amour de la liberté, l'amour de la discussion, l'amour... Vous savez qui a en commun l'amour de la liberté aussi? Javier Milei, président d'extrême droite d'Argentine. Oui, c'est nul, c'est plat. C'est Raphaël Glucksmann, hein, mais bon, voilà, c'est un peu l'origine story, quoi. Voilà. C'est qu'à la base de sa politisation, il y a l'anti-autoritarisme, on pourrait dire. Mais plus quand ça concerne, du coup, des pays socialistes, tout s'en réclamant, quoi. une forme de courage humain. Et là, c'est ce plan-là, avec le miroir comme ça. C'est beau, non? Non? d'une forme de dignité humaine. Et c'est... Enfin, moi, j'étais là, je ne comprenais pas tout, mais j'étais face à ça, face au monde. Je ne sais pas ce que c'est que le super chez moi. profit. Merci, c'est Fus pour le Prime, merci beaucoup. De la nuance presque aussi. Vous le retrouvez aujourd'hui dans les débats que vous avez, ou vous avez l'impression que c'était propre à cet appartement-là familial, un peu hors norme? Je pense qu'il y a toujours... Ce moment incroyable de politique, exceptionnel, où vous touchiez la vérité du doigt, vous et votre papa. Ça n'existait que le temps de cette parenthèse enchantée dans votre appartement d'enfance. Les autres, c'est un peu tous des débiles, non? Maintenant, ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Non? Pour des îlots de discussion, de débat, de dissensus qui sont admis et qui restent courtois. Mais je crois qu'on vit une période de brutalisation et de simplification extrême. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le déferlement des sectaires, des gens qui sont absolument certains qu'ils ont raison, le harcèlement en meute, la capacité à... On les parle des insoumis sur Internet. Voilà. Après, moi, vous savez, parfois, les insoumis sur Internet, je parle d'un truc, je parle pas de la France insoumise. Après, moi, je dis tout le temps le même truc. Avoir ce discours comme ça quand t'as la télévision en mode tatati tatata, c'est nul à chier. C'est nul à chier. Moi qui évolue sur Internet toute la journée, je le dis, je m'en cache pas, il y a certains militants insoumis sur Internet, je trouve ils sont un peu cringeos et c'est des forceurs et ils me fatiguent. Mais je n'ai jamais croisé un insoumis IRL avec qui j'ai discuté qui m'a fait cet effet-là. Quand je croise des insoumis que je parle avec eux, je suis en mode genre, c'est cool, un camarade. Et parfois, je vois sur Internet, je suis en mode genre, oh là là, les insoumis sur Twitter, vous voulez pas arrêter d'être des forceurs, vous êtes insupportables. Voilà. Mais si on était sur un plateau télé et que je dirais, oui, il y en a, on peut pas parler avec eux. Oui, il y en a certains dans les commentaires Twitter, on peut pas parler avec eux. Est-ce que c'est si important et déterminant dans le positionnement politique d'un parti ou d'un camp politique? Non. Parce que, voilà, quand tu sors d'Internet et quand tu sors de cette culture-là, un peu shitposteuse, TikTok, Twitter, réseaux sociaux, Twitch, etc., en fait, tu peux discuter avec les gens, quoi.
Donc lui, il a l'impression que la vie, c'est Twitter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Poser des oukases sur tel ou tel. Et quand on se laisse aller à ça, en fait, on perd ce qui est le cœur de l'esprit démocratique. Et c'est pour ça que nos démocraties deviennent extrêmement friables aujourd'hui. La démocratie et moi, est j'ai sans friable. doute un attachement Je l'ai frite dans mes toits. particulier à Je suis cet en train esprit de la d'effriter la discussion démocratie. démocratique, à ce sens du dissensus J'ai qui, pris de la démocratie, qui attendez. fait la démocratie. Est-ce que quelqu'un aurait une grande ça feuille pour la m'effraie, démocratie? Ça m'inquiète, ça J'ai fini m'angoisse et ça me d'effriter. révolte, en fait, cette Quelqu'un à simplification à Marocco, s'il vous l'extrême. plaît. Je voudrais qu'on regarde J'ai votre effrité la mère, démocratie. Françoise Glucksmann, sur une très belle photo en noir et blanc. Vos parents, vous ne les appeliez pas papa et maman? Alors déjà, je suis très content que vous montriez une photo de ma mère. Je descends d'une lignée de femmes engagées. Et ma mère, c'était le sens de la révolte, de l'indignation, de la justice. C'était une femme entière. Je ne comprends pas l'automode, ce qu'il a aujourd'hui. Pas de panique là, il vient de commenter insupportable. J'ai dû valider manuellement le commentaire. On n'a pas le droit d'écrire insupportable? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qui a énormément compté, évidemment dans ma vie, mais dans la vie aussi de mon père et dans la vie politique et publique de mon père. Et pareil pour la mère de ma mère, pareil pour la mère de mon père. Donc en fait, c'était On en reparlera aussi de votre grand-mère tout à l'heure. c'était vraiment une histoire de couple. En fait, j'ai eu la chance aussi de grandir dans une famille où il y avait une sorte d'amitié, d'amour, mais d'amitié profonde entre mes deux parents et d'engagement politique commun. Et vos parents, vous ne les appeliez pas papa et maman? On s'en bat les couilles de ça. Elle veut dépolitiser l'interview. Elle est genre, ok, c'est très bien. Mais là, tu parles encore un peu de politique, là. Non. Nous, on veut de la presse people. On veut de la presse people. Aïe, aïe, aïe. Non, C'est je sais pas 68 pourquoi. heures. C'est 68 heures à l'époque. Oui, mais en même non temps, nous, on n'était pas très 68 heures. Enfin, c'est-à-dire qu'il fallait quand même se coucher à 8h30. C'était pas pour les mêmes raisons que certains C'est- parents 68 heures qui voulaient pas que les parents leur Non, mais c'est-à-dire les que- appellent comme ça. Non, mais parce que moi, j'ai entendu toutes ces histoires sur les familles sans cadre, tout ça. Il est interdit d'interdire. Non, pas du tout. Il fallait se coucher tôt pour aller à l'école. Il fallait avoir des bonnes notes. Et il n'y avait pas... Il n'y avait pas ce culte de libertaire de l'enfant qui n'a pas de règles dans mon appartement, enfin dans la maison pas comme familiale. Mais vraiment, on a l'impression qu'il est en train de s'endormir quand il parle. Mais c'est abusé, là. Écoutez cette phrase. Quand il dit dans mon appartement, écoutez juste la manière dont il a dit dans mon appartement. C'est pas normal de parler comme ça, je suis désolé. C'est pas normal de parler comme ça. Qui n'a pas de règles dans mon appartement. Enfin, Dans mon appartement. J'exagère même pas. C'est de l'ASMR désagréable. Est-ce qu'il y en a où ça trigger votre ASMR? Son vocal fry et tout. Parfois, les voix, ça fait pas exprès, mais des voix basses et tout, ça peut trigger l'ASMR chez quelqu'un, cette sensation particulière. Oui? Oh, mon pauvre satrape. Aïe, 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 aïe. dans Force la à toi, maison hein. familiale. Mais c'est vrai que spontanément, je les ai appelés par des surnoms. Tout de suite, c'était Glux et Quoi? Attendez, le Glux appelait son propre père Glux? C'est vrai? C'est fou, ça. Il aurait dû l'appeler G-Man. Le G-Man. Aïe, aïe, aïe. Glux et Gluxette. enfants. Beaucoup plus que papa et maman. Enfants Et pour- d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est au moment où ils sont morts que je les ai appelés papa et maman. Dans la dernière Ok. partie de leur vie ou après Même leur- pour mon père, à la mort, enfin, sur son lit de mort. Et qu'est-ce que ça dit pour vous, ça? Ok, oui, bon. Ça nous regarde pas quelque part en vrai. Genre, vous avez envie j'ai même pas envie de me foutre de la gueule là-dessus. Le fait qu'il a appelé son père papa pour la première fois sur son lit de mort, oui, bon, ok. Au fond, c'était Moi, j'étais là pour me foutre de sa gueule. J'ai pas envie de me foutre de sa gueule là-dessus spécifiquement. Parler de politique, je sais pas. mon papa. Donc, mais Non, ça va pas être une heure de ça. Je pense qu'elle commence avec le côté machin bidule. Si c'est une heure de ça, on fera pas tout en entier. Voilà, on verra. Dans une heure, quand on sera 4 heures de live, si j'en peux plus, on peut arrêter en cours de route. Je voulais tester React à ça, mais là. il a noué avec moi une relation qui était aussi une relation d'amitié, pas simplement de la figure du père qui enseigne, oui, il y a des enseignements à transmettre, mais aussi une relation d'amitié. Enfin, c'est une chance incroyable. Je sais que ça a choqué pas mal de gens parce que quand il est mort, j'ai dit que je perdais mon premier et mon meilleur ami. Et ça a choqué? Là, il y a des gens qui ont expliqué que c'était vraiment le symbole de la déchéance de l'autorité paternelle que de dire ça.
Mais je crois pas, parce qu'en fait, on peut avoir une figure d'autorité et en même temps cultiver une relation amicale avec ses enfants et se dire que c'est une grande chose qu'ils grandissent libres et qu'ils deviennent eux-mêmes ce qu'ils veulent être et ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Et ça, moi, c'est la chance que j'ai eue, c'est-à-dire que à la fois, on avait des cadres, mais en même temps, on avait une capacité à être libre. C'est quoi le moment? Oui, ok. C'était qui parce que je crois que c'est la deuxième émission de Dans les yeux d'Agathe. C'était qui la première personne, vous savez? Est-ce qu'ils vont interviewer des gens based? La question que je me pose. Ils vont faire parler avec Jean-Luc Mélenchon. Ça m'intrigue. De bascule pour vous, le moment où vous vous dites je vais passer des idées à l'engagement politique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne envie de vous engager dans ce combat, dans votre vie? Alors, j'ai toujours été engagé, et quand je faisais des films documentaires, c'était des films qui étaient engagés. Quand j'écrivais des livres, c'était des livres qui étaient engagés. Mais il y a une journée en particulier, en fait, qui m'a fait franchir le pas de la politique, je pense. C'est dans une conférence, j'avais sorti un livre qui s'appelle Notre France, dont le but était de reprendre le récit national des mains de l'extrême droite et d'expliquer. Il le dit beaucoup en ce moment. Nous allons reprendre le drapeau français des mains de l'extrême droite. Monsieur Zemmour, je ne vous permets pas. Je vais reprendre. Passez-moi ce drapeau français, monsieur Zemmour. Je suis plus français que vous. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Qu'en fait, le fait que la Ok, Léo, wow, les grands esprits rencontrent Onibeko et Amuruza qui mettent le 3 commentaires d'affilée. Waouh, c'est rare que ça arrive, ça. Il y a eu un ok Léoman, ok Léoman, ok Léoman. 3 fois d'affilée, regardez là, ici. 1, 2, 3. Et B soit devenu aphone sur ce qu'était la France, c'était une catastrophe et qu'il fallait à nouveau se battre sur le terrain du patriotisme et montrer qu'en fait on pouvait avoir un récit national progressiste qui nous rende fiers d'être français. Et à un moment, j'ai fait une conférence à Metz et je me souviens, c'était une conférence dans un lieu extrêmement beau, une ancienne église, et il y avait une atmosphère particulière dans cette conférence. Et vous savez, quand vous faites des conférences, des fois vous êtes bon, des fois vous n'êtes pas bon, des fois le message passe, des fois le message passe pas. Et là, je sentais qu'il y avait une osmose, quoi. Enfin, c'était vraiment un moment puissant. Les questions étaient extrêmement profondes. Du coup, on avait une conversation qui était très puissante. Et à la fin, on vous fait des dédicaces. Et les gens, normalement, s'ils n'ont pas aimé, ils ne viennent pas vous parler. Mais s'ils viennent vous parler, c'est qu'ils ont bien aimé. Donc tous les gens vous disent « Ah bravo, c'était extraordinaire ». Et il y a une vieille dame qui est venue et qui m'a regardé comme ça et qui m'a dit « Vous n'avez pas honte ?» Alors, je me suis arrêté un peu interloqué. Je dis « Mais pourquoi vous me dites ça, vous étiez en désaccord, j'ai dit quelque chose de problématique ?» Non, c'était très bien votre conférence, mais... si vous croyez vraiment à ce que vous dites, pourquoi est-ce que vous faites des livres et des conférences et vous vous engagez pas en politique? Vous savez, moi, dans ma famille... Ouais, après, tout le monde s'est levé et a applaudi. Bon, ok. Ben, on recevait... Je crois que je vais arrêter, hein. C'est vraiment... Je pensais que qu'on allait plus pouvoir rigoler que ça. Mais en fait, non, c'est juste chiant, quoi. Il n'y a même pas de blague à faire. C'est horrible. Le format est horrible, quoi. Ou alors je vais aller plus loin, je sais pas, mais... Oh là là. De la SFIO dans le berceau. Et ça veut dire quelque chose pour nous. Donc si vous y croyez vraiment, ben... On se casse ou pas, là? On est combien? Oui, tout le monde se casse. Bah ouais. Jamais qu'un commentateur. Et je me suis pris ça. Et dans le train du retour, je me suis dit, en fait, cette dame, elle a complètement raison. C'est-à-dire que je vais passer ma vie à commenter et à dire oui, alors la classe politique n'est pas au niveau, les périls sont tellement immenses que tout cela est trop faible. Mais ça, c'est une vie... fake. Donc si je crois vraiment, en fait, il faut s'engager directement en politique. Et donc vous êtes rentré dans le combat politique. Il y a plusieurs étapes dans votre parcours, dans votre carrière. Votre père qui n'était pas homme... On n'a qu'à 14 minutes. Je sais pas s'il va raconter ça live comme ça tout du long, mais voilà, pour l'instant, c'est pas intéressant. Hein. On a transigé avec ses principes. Est-ce qu'il aurait pu soutenir le nouveau Front populaire, selon vous? J'en sais rien. Et je fais absolument pas parler... Vous posez pas la question? Les morts, non, je me pose pas la question, mais... j'ai appris une chose de mon père d'ailleurs, qui est la morale de l'urgence. Et quand vous êtes dans une situation qui est de toute façon problématique et où aucun choix n'est évident, eh bien, qu'est-ce que la morale? Et ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce que la morale? Est-ce que... Bon, on s'emmerde, on est d'accord. Hein. Je pensais que ça serait plus drôle que ça. Hein. Ah, faut tester des choses quand on est streamer, hein, pas faire tout le temps la même chose.
Mais là, putain, ouais, on dort. Hein. C'est nul à chier. C'est nul à chier. Regardez ce que je vais faire. Je quitte. Ah ouais, non, on se fait chier de fou. Hein. Alors qu'on pourrait regarder ça. Putain. Mais ça marche pas. Ah non. Oui, il est très tard. Mais je suis réveillé. En fait, c'est en 25 zut. Ma bitchasse, elle n'est pas éveillée. Je suis le meilleur rappeur all time. Je suis le meilleur rappeur all. Non, je sais pas. Bon, on fait quoi? Attendez, je mets un marqueur. Je ne sais pas si cette VOD sera uploadée sur YouTube. J'ai failli m'endormir, c'est horrible. C'est horrible. Abonnez-vous quand même. Je sais pas. Ne vous abonnez pas. Désabonnez-vous de la chaîne.